Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, numéro spécial mai 68, 50 ans après. Quels sont les souvenirs des événements de 68 en Poitou-Charentes? Quelle différence y a-t-il eu entre Paris et Poitiers? Quels sont les particularismes du printemps 68 en Poitou-Charentes? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous avons invité sur ce plateau un historien de formation et deux hommes politiques témoins directs de mai 68. Paul Fromenteil, bonjour. Bonjour. Vous êtes la figure historique du Parti communiste de la Vienne. Vous avez été secrétaire politique de Georges Marchais et vice-président de la région Poitou-Charentes. En mai 68, vous étiez de toutes les manifestations ouvrières dans le Châtelleraudais et à Poitiers. Didier Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Charente-Maritime, ancien maire de Royan. Et en mai 68, vous étiez étudiant à Sciences Po Paris. Jules Aimé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous avez consacré votre master pendant 3 ans, master d'histoire, à l'héritage de mai 68 dans les manifestations étudiantes de l'hiver 70-71 à Poitiers. Vous avez été d'une des figures des manifs étudiantes anti-CPE de 2006. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal à Poitiers dans l'équipe de l'Inclès et vous êtes membre du Parti socialiste. Comme ça, on a tout dit. Avant d'entrer, messieurs, dans le vif du sujet, il y a une chose très importante pour comprendre, je crois, les événements de mai 68 en Poitou-Charentes, c'est de comprendre où on était ce territoire et particulièrement Poitiers, capitale étudiante de la région, avant 68. Jules Aimé, vous dites que 1968, mai 68 a fait entrer Poitiers dans la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce que ça veut dire qu'elle était en retard ? En retard, non, mais on est sur un territoire qui est toujours très agricole. Enfin, les images que vous passez derrière en témoignent. On est sur un territoire qui volontairement n'a pas été très industrialisé. Un territoire qui va rattraper son retard, mais effectivement pas dans la première moitié du siècle, mais vraiment à partir des années 1970, la DATAR, la décentralisation qui va s'opérer à Poitiers. Et cette nouvelle université qui gonfle le nombre d'habitants. Paul Fromenteil, le Poitou avant 68, on vient de le dire, était rural, mais il y avait quand même des bastions industriels, comme par exemple Châtellerault. Comme Châtellerault, évidemment, mais aussi La Rochelle, mais aussi Angoulême, etc. Et je crois que ce caractère un peu hybride du point de vue de la nature des populations explique les spécificités que mai 68 va avoir ici, n'est-ce pas, à la fois dans les entreprises et à l'université. Et on va bien sûr en parler. Didier Quentin, Poitiers était la capitale étudiante du Poitou-Charentes, mais vous êtes parti faire vos études à Paris. Oui, non, avant j'étais un peu en avance sur la Nouvelle-Aquitaine. J'étais parti à Bordeaux, après le bac, passé à Royan. J'avais fait une hypocaille, une cagne pour préparer normale supérieure au lycée Montaigne de Bordeaux. Et ensuite, donc, Paris. Et ensuite, je monte à Paris, comme on disait dans le temps, pour faire l'Institut d'études politiques Sciences Po. Et cette année 68, c'était l'année où je devais passer le diplôme. Donc, c'était la fin de 3 années d'études et on était très anxieux dans la perspective de ce diplôme. Je raconterai que j'avais la première épreuve un certain samedi 11 mai. C'était le lendemain de la nuit de la rue Gay-Lussac. Et tout a été reporté. Avant les événements, est-ce que vous étiez déjà gaulliste ? Avant les événements, oui, je l'étais parce que j'avais suivi la campagne de 65, la campagne présidentielle où le général de Gaulle avait gagné au 2e tour. On se souvient de l'interview avec Michel Roy, ballottage, etc. Et j'avais été enthousiasmé par les discours d'André Malraux et autres. Et je l'étais véritablement devenu gaulliste après son voyage au Québec. Vive le Québec libre. J'avais trouvé que ça avait de l'allure. Jules Aimé, avant que les étudiants parisiens n'envahissent la tour administrative de Nanterre, ce qui a marqué grosso modo le début de mai 68, les étudiants pictaviens avaient déjà, eux, fait leur petite révolution. Expliquez-nous. On se retrouve à peu près dans le même schéma, c'est-à-dire on a des cités universitaires qui reprennent vraiment des caractères très conservateurs, pas de mixité, des étudiants qui sont interdits de circuler au-delà de 22 heures. Et on a un premier mouvement, effectivement, en février, mené par l'UNEF sur des revendications nationales. On a une UNEF à Poitiers à l'époque très communiste. Et c'est un succès. C'est un succès, pétition, mobilisation très courtoise, qui conduit à un succès très rapide. Donc effectivement, le mois de mai venu, on le verra, peut-être qu'il manquait un petit peu de revendications pour les étudiants poitevins. Les étudiants qui étaient dans le confort, finalement, déjà. Dans le confort revendicatif, en tout cas. C'est ça. Ouais. Didier Quentin, quand la Sorbonne est occupée par les manifestants, vous dites tout d'abord avoir eu de l'amitié pour ce mouvement, surtout après avoir été témoin, vous m'avez dit ça en préparant cette émission, de la violence policière. Oui, c'était le vendredi 3 mai, 16h30. J'allais chercher ma petite amie du moment qui était rue Soufflot, vers le Panthéon. On descend le boulevard Saint-Michel pour aller prendre. On est en plein dedans. On voit les policiers qui rentrent dans la cour de la Sorbonne. Alors moi, j'étais très attaché à l'idée de franchise universitaire
universitaire, d'immunité, etc. On était choqués. Alors, évidemment, et puis après, la manifestation, les CRS, à l'époque, on en parle beaucoup ces temps-ci, après les manifs d'il y a quelques jours, certains n'étaient même pas casqués. Ils étaient un peu... Il n'y a pas eu de véritable combat de rue depuis la fin de la guerre d'Algérie. Et alors, c'est les étudiants qui ont gagné les premiers temps. On se retrouve du côté de Saint-Germain-des-Prés, et là, il y a la contre-offensive. J'avais laissé ma petite amie rentrer chez elle, et on commence à avoir des charges. Et je me souviens, j'étais poursuivi par un CRS avec une matraque, comme ça, je cours à toutes jambes, je rentre rue du Sabot, c'est une petite rue, près de la rue de Rennes. Il y avait un pub où je me rendais, j'espérais que la porte allait être ouverte. Elle était ouverte, le CRS n'est pas rentré. Et là, j'ai vu une amie, camarade de Sciences Po, qui était en train de flirter très hardiment avec un copain. Elle mettait sans doute le slogan « Jouir sans entrave » en pratique. Jules Aimé, vous vouliez intervenir par rapport à la violence policière. Plutôt sur les franchises universitaires. C'est dur de comprendre le mouvement étudiant de 68 sans ce parallèle-là. En 68, les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'entrer sur une université. C'est un héritage du Moyen-Âge qui jusqu'alors avait toujours été respecté. Et donc, on ne peut pas comprendre vraiment cette explosion étudiante sans ça. Et ça se produira à Poitiers dans les années 70, d'ailleurs. Paul Fromentel, quand vous avez vu les événements parisiens, quand est-ce que vous avez vu que les événements parisiens pouvaient déteindre sur Poitiers? À l'époque, j'étais à Châtellerault. J'étais prof à Châtellerault. Mais Châtellerault, c'était une ville ouvrière. Et dans les entreprises, les ouvriers regardaient ce qui se passait à Paris. Et c'est quand, par exemple, les ouvriers de Renault à Paris ont décidé d'occuper l'entreprise, qu'à ce moment-là, dans les entreprises châtelleraudaises, les assemblées générales ont eu lieu et ont décidé de s'intégrer dans le mouvement en occupant les entreprises. La première entreprise qui s'est mise en situation d'occupation, c'est la Sochata, entreprise aéronautique, et c'est la conséquence directe de l'occupation par les travailleurs de chez Renault à Paris, n'est-ce pas, qu'ils s'installent. À ce moment-là, vous comprenez que ça peut vraiment déteindre sur tout le monde ouvrier, sur tout... Absolument. Ça a pris une extension extrêmement forte. En quelques heures, c'est des dizaines d'entreprises du Châtelleraudais, puisqu'au total, 35 entreprises ont été occupées. Alors, on va en parler un tout petit peu plus loin. Jules Aimé, on reste sur les étudiants. On a évoqué tout à l'heure les raisons du décalage de l'université de Poitiers par rapport à Paris. Par où commence, ou plutôt recommence la contestation? Elle va recommencer sur les revendications nationales. C'est le Libérer nos camarades des étudiants du 22 mars qui va de nouveau faire ressortir les étudiants. Mais finalement, petit nombre, 500 étudiants lors des premières manifestations. Comparé aux 5000 du 13 mai, on est encore très loin d'une grande mobilisation. Est-ce qu'il y a des revendications précises locales pour le coup, ou s'il n'y en a plus du tout? Eh bien, on n'en retrouve pas la trace. On est vraiment sur un mouvement qui se nationalise avec des mots d'ordre des organes nationaux, de l'UNEF, de l'Union des étudiants communistes de France, des étudiants socialistes unifiés qui sont aussi présents sur Poitiers. Alors je vous propose d'écouter à ce sujet Elisabeth Morin-Chartier, qui est à ce moment-là étudiante en histoire à Poitiers. Aujourd'hui, elle est députée européenne pour le PPE. Il est question de changements très concrets. C'est un extrait de l'un des 5 reportages que nous avons consacrés à mai 68. Regardez. Les enseignants avaient compris qu'ils n'étaient plus sur leur piédestal. Je me souviens, en histoire, on avait le professeur Aigret. Quand le professeur Aigret descendait dans l'amphi, jusqu'en mai 68, il fallait se lever. Et il descendait l'escalier principal de façon très théâtrale. Et c'est quand il était arrivé à son pupitre qu'on pouvait s'asseoir. Vous pensez qu'en mai 68, on a un petit peu balancé tout ça. Retour sur le plateau de Dimanche en politique spécial mai 68. Jules Aimé, on voit qu'il y a quand même une volonté de liberté, de casser des règles. Oui, on a souvent l'image de la cocotte minute, notamment pour Poitiers. C'est-à-dire qu'on a un récipient qui va bouillir jusqu'au moment où ça va sauter. Et en tout cas, le bouchon saute en mai 68. Le couvercle, peut-être pas encore, mais le bouchon saute. Ouais, le couvercle, on va bien sûr en parler. Didier Quentin, est-ce que vous faites à ce moment-là des allers-retours entre Paris et Royan? Non, je suis resté un mois à Paris, vraiment du début du vendredi 3 mai, 16h30, là, jusqu'au jeudi 30 mai, après le
fameux discours du général de Gaulle, 4 minutes et demie à la radio, où nous avons défilé près d'1 million de la place de la Concorde en haut des Champs-Élysées. Donc je suis resté constamment à Paris parce que précisément je vivais toujours dans l'incertitude de savoir est-ce qu'il va falloir passer le diplôme de Sciences Po ou pas. À partir du moment où j'ai su que c'était reporté en septembre, j'étais beaucoup plus libre et j'ai suivi tous ces événements, soit sur le terrain, soit dans les salles, à l'Odéon et autres, soit à la radio. C'est le début, enfin, elles étaient déjà là, des radios périphériques, mais Europe 1 a joué un rôle tout à fait considérable, pardon de dire ça sur une chaîne concurrente, mais dans cette connaissance des événements. Le RTF était en grève à ce moment-là. Et oui. Comment sont considérés à ce moment-là les événements parisiens dans votre famille ou chez vos proches royannais? Au début, peut-être une certaine sympathie. Moi, j'ai fait le défilé du lundi 6 mai, justement, après ces brutalités policières du vendredi 3. Et quand nous passions rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 7e arrondissement, un quartier très catholique, les bonnes sœurs étaient aux fenêtres, allez-y les étudiants, etc. Il y avait le sentiment que c'était une sorte de monôme, comme il y avait des monômes pour le baccalauréat. Il y avait les prix Nobel en tête, Wolf, Monod, Jacob. J'ai commencé à voir les drapeaux rouges, les drapeaux noirs. Là, j'ai pris un peu de recul par rapport à cette manifestation. Paul Fromentel, vous êtes resté, vous, à Châtellerault à ce moment-là? Vous aviez envie d'aller à Paris Non, je ne restais pas à Châtellerault. J'étais déjà secrétaire politique, secrétaire départemental du Parti communiste dans la Vienne. J'étais prof à Châtellerault, mais en fait, le matin, je faisais le tour des entreprises du Châtelleraudais, et l'après-midi, je venais à Poitiers faire le tour des facs. Et en particulier, nous faisions l'Assemblée générale tous les après-midi dans l'Amphi Descartes à fumer, et j'intervenais en donnant des nouvelles de ce qui se passait dans les entreprises de Châtellerault. J'étais le petit rapporteur, n'est-ce pas, du reste du département. Et cette Assemblée générale était présidée par le docteur Lenné, qui a joué dans ce déclenchement un rôle très important. Ce qu'il faut dire, et vous l'avez souligné à juste titre, nous avions à l'époque près de 300 membres à l'Union des étudiants communistes. Et effectivement, l'UNEF était profondément installée à la fois à la fac de lettres et à la fac de sciences. Un peu moins en droit. Avec le droit, n'est-ce pas, il y a eu quelques On va en parler. Juste, tiens, un état des lieux étudiants à Poitiers en 68, c'est 11 000 étudiants, c'est ça? Ouais, 11-12 000 étudiants, plusieurs sites. Le campus vient d'être ouvert, la faculté des sciences y est déjà. On sait déjà qu'il va y avoir un futur campus pour lettres et droit, mais on est toujours sur notre petit quartier latin Poitevin, Hôtel Fumé et l'actuelle médiathèque et l'université de droit. C'est-à-dire qu'on va avoir ces étudiants qui sont vraiment coincés dans ce tout petit territoire. Droit qui regroupe une grande partie des étudiants. C'est encore une très grande université, enfin aujourd'hui encore, 5000 étudiants et politisés, très, très à droite. Alors politisés, mais j'ai cru lire dans un article que vous disiez qu'il n'y a pas eu vraiment de convergence des luttes à Poitiers entre le monde ouvrier et le monde étudiant. C'était plutôt deux mondes qui se regardaient d'un peu loin. Vous semblez dire le contraire, Paul Fromentel. Est-ce qu'il y a débat entre vous deux là-dessus? Chacun était, disons, sur ces problématiques. Et les ouvriers de Châtellerault étaient dans leurs usines. Et les étudiants de Poitiers étaient dans les facultés, notamment les deux facultés qui étaient occupées, qui étaient la fac de lettres et la fac de sciences. Le reste, le droit, c'était beaucoup plus flou, etc. etc. Mais la jonction se faisait quand même, notamment l'après-midi à l'Amphi Descartes, où on se rassemblait à peu près 200 à 300 délégués des différentes amphis qui venaient, n'est-ce pas? Et donc c'était Tony Lenné qui jouait le rôle un petit peu de coordinateur. Et moi, j'étais là présent, n'est-ce pas, et je donnais des informations sur ce qui se passait ailleurs. J'ai l'aimé. Sociologiquement, 68, c'est quand même une bascule. C'est les baby-boomers qui arrivent à l'université. Et alors que jusqu'à présent, sociologiquement, les gens qui arrivaient à l'université étaient plutôt issus de milieux aisés, éduqués. Là, on a... nous, c'est les étudiants de la campagne. Ils viennent de Bressuire, de Châtellerault, de Loudun. Ils sont issus des classes moyennes, voire même du monde ouvrier ou paysan. On est donc sur encore des schémas anciens, mais ça va commencer à s'ouvrir. Des ouvriers ont leurs fils qui sont à l'université. Et c'est la première fois dans l'histoire de France. Est-ce qu'il y a... Je partage tout à fait cette analyse. Ce qui explique la différence entre les mai 68 chez les étudiants à Paris et Poitiers, elle est très forte.
Ici, tout se passe calmement, tranquillement, enfin, avec évidemment des rassemblements, avec des formes de lutte, mais disons, il n'y a pas du tout à Poitiers les mêmes événements qu'à Paris ou dans les grandes métropoles. Il y a quand même eu des actes de violence. On peut rappeler l'épisode de la taverne, par exemple. Je veux bien la rappeler. S'il vous plaît. Oui. Les spectateurs qui ne connaissent pas ce que c'est. La taverne, on est rue de Blossac, en plein centre-ville de Poitiers. C'est actuellement le tribunal administratif. C'est un très bel hôtel particulier, déco, mais qui est prêté par la municipalité pour devenir la maison des étudiants. Mais c'est une maison des étudiants un peu de gauche. Et ça déplaît notamment aux étudiants de droit, notamment aux étudiants d'extrême droite, du groupe Occident qui est présent. Et donc, ils vont vouloir faire le coup de force, et en plein milieu du mois de mai, alors que la taverne est un lieu de rendez-vous, est occupée par les étudiants de l'UNEF, les étudiants d'extrême droite vont essayer de les déloger. Et ça se termine avec M. Vertadier, maire de Poitiers, en négociateur plus ou moins habile sur une échelle qui vient essayer de réclamer aux étudiants d'extrême droite de libérer le bâtiment. C'est l'un des faits marquants. C'est dire si à Poitiers il s'est quand même passé finalement peu de choses violentes, mais c'est l'un des faits marquants du mois de mai à Poitiers. Alors je vous propose de regarder à présent un nouvel extrait d'un des reportages de notre série consacrée à mai 68 en Poitou-Charentes, extrait dans lequel Jacques Centraux, l'ancien maire socialiste de Poitiers et alors maître auxiliaire à l'ANSMA, nous livre une anecdote peut-être effectivement révélatrice de l'esprit poitevin. On écoute. Pendant les manifs, il y avait des travaux, ils étaient en train de refaire la place de la préfecture quand tout a éclaté. Et ils n'ont pas eu le temps d'évacuer tout le matériel, ils ont évacué le matériel qu'on voyait, les brouettes, les pelles, les machins, mais ils n'ont pas eu le temps d'enlever les pavés. Les pavés sont restés sous un tas de sable pendant tout le mois de mai. Et il n'y a pas un mec qui a gratté le sable pour voir ce qu'il y avait sous le sable. Les pavés sont restés, je vous jure, hein, les pavés sont restés sous le tas de sable tout le mois de mai. Voilà, anecdote assez incroyable, Jules Aimé, c'est ça, c'est Poitiers, quoi. Alors, je la connaissais pas, mais ça m'étonne pas. Paul Fromental. Oui, moi je partage tout à fait à la fois ce que vous dites et ce que dit Jacques Centraux. Poitiers a été, comme Châtellerault, c'était très très fort, mais ça a eu un caractère marqué par le fait que, eh bien, on est entouré d'un monde rural, que les étudiants, une partie des étudiants rentraient chez eux, hein, parce qu'ils repartaient en famille. Oui. Donc, Poitiers n'est pas Paris. Oui. Je voulais m'y peut-être sur les violences policières aussi. À Poitiers, j'ai envie de vous dire que les policiers connaissent les étudiants. Il y a du chahut, mais gentil. Et on va retrouver cette forme de violence très, très marginale, parce que finalement, les policiers n'ont pas été violents à l'égard des manifestants, ce qui est tout l'inverse de ce qui s'est passé sur Paris. La tempérance poitevine, eh bien, c'est aussi là-dessus, finalement, que le préfet de la Vienne de l'époque, Pierre Douay, tablait pour remettre un peu les choses dans l'ordre à la fin du mois de mai. On regarde un extrait de son intervention télévisée au soir du 31 mai 1968. Je m'adresse ce soir à la population de la région Poitou-Charentes. La situation qui agite notre pays depuis quelques jours a connu évidemment ici une traduction notable dont il faut cependant souligner qu'elle s'est déroulée dans le calme qui est la règle de l'esprit régional. Mais le prolongement de ces faits risque d'entraver gravement la vie des citoyens. Didier Quentin, la veille de ce 31 mai, plusieurs centaines de milliers de personnes défilaient à Paris en faveur du général de Gaulle. Vous l'avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, vous faisiez partie de ce défilé, de cette manifestation. Oui, parce qu'il y a une phrase du général célèbre, la réforme oui, la chienlit non. Et à la fin du mois de mai, c'était vraiment une situation tout à fait insaisissable, anarchique, et toutes les hypothèses étaient envisagées. Bon, il y a eu le meeting de Charléty, qui a été sans doute l'erreur historique de Pierre Mendès France. Le 27 mai, le pouvoir était à ramasser. Le Premier ministre avait l'air désespéré, les accords de Grenelle n'avaient pas vraiment réussi. Je souligne au passage que c'est la plus grande grève de toute notre histoire, beaucoup plus que le Front populaire. Il y avait plus de 10 millions de grévistes. Bon, échec de Grenelle, le Premier ministre un peu découragé,
on ne sait pas ce qui va se passer. Charletti, Pierre Mendès France et la bourgeoisie, là je parle presque en termes marxistes, était prête à se donner. Il fait l'erreur d'aller avec les gauchistes, etc. François Mitterrand se dit qu'il est prêt aussi. On dit qu'est-ce que c'est que ce politicard d'un autre âge, etc. Au passage, chapeau l'artiste, Mitterrand rejeté en 68 et 20 ans après, en 88, génération Mitterrand. Et là, il y a le départ du général de Gaulle, on saura après à Baden-Baden, il va voir Massu, etc. Et il fait son discours de 4 minutes 30 à la radio. Et là, c'est le coup de génie, parce qu'il l'aurait fait à la télévision. Les gens auraient dit « Oh, ce vieillard de près de 80 ans ». Mais là, il retrouve la voix presque de Londres. Et c'est le miracle, il y a 1 million de personnes. Alors que le matin, vos confrères à l'époque, Ralph Messac, je me souviens sur Europe 1, disait « Des associations gaullistes envisagent un rassemblement sur les Champs-Élysées, ils escomptent quelques milliers de personnes. Marée humaine. » Près de 10 000 pro-de Gaulle ont manifesté à Poitiers le 30 mai pour le Fomentel. Comment avez-vous vécu cela? C'était la fin de l'histoire? Non, c'est pas la fin de l'histoire du tout. Simplement, il n'y a pas de perspective politique du fait de la situation que vous décrivez. Donc, Grenelle, effectivement, la CGT n'a pas signé les accords. Il n'empêche que partout, c'est une série de succès revendicatifs. Dans le département de la Vienne, les salaires sont augmentés de 30% dans le bâtiment. Les femmes dans les entreprises, parce que c'est un mouvement très féminin, très très féminin. Les entreprises Châtellerault féminines se mettent massivement en grève. Pourquoi? Par exemple, dans une entreprise de champignons, elles se mettent en grève pour obtenir un brancard. Dans les conserveries, elles tombaient dans les pommes constamment, et là, elles demandent un brancard. Mais il y avait d'autres revendications. Prenons les lycées. Pourquoi est-ce que les lycéennes se mettent toutes en grève? Tous les établissements scolaires se mettent en grève, et les élèves. Par exemple, dans les lycées, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des pantalons. Vous voyez, c'est des choses comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, pour le Fomentel, les élections législatives suivantes provoquées, on le sait, par la dissolution de l'Assemblée nationale par le général de Gaulle, donnent une large victoire aux gaullistes en Poitou-Charentes. 11 députés sur 14 sont de droite. Et vous parlez quand même de victoire des communistes. Mais, bien sûr, puisque j'étais candidat, n'est-ce pas, dans ma circonscription, je fais au premier tour, 39,90% des voix. Mais la situation, la Constitution fait que, finalement, la victoire politique nous échappe. Et nous échappe parce que nous sommes, en gros, les seuls face aux gaullistes. Or, tout seuls, n'est-ce pas, nous ne pourrons pas aller au pouvoir. C'est clair et c'est net. Hein. La gauche a disparu, s'est disloquée dans cette situation. L'histoire a mis très longtemps à travailler sur mai 68 et notamment sur les élections du mois de juin. Longtemps, on s'est contenté finalement de regarder la couleur bleu horizon de cette assemblée. Mais lorsqu'on regarde le résultat des élections à Poitiers aussi, on est quand même sur des jeux d'équilibre qui sont beaucoup plus limités. Dans de nombreux territoires, certes, le candidat gaulliste a fini par gagner, mais c'était beaucoup plus serré qu'il ne l'aurait cru. Donc on commence à avoir un balancier qui remonte. Un dernier mot de Quentin par rapport aux législatives. Oui, une observation. Grenelle, je fais remarquer que ça a été une des grandes conquêtes sociales du XXe siècle, négocier un certain Georges Pompidou, flanqué d'un jeune secrétaire d'État qui était Jacques Chirac. Bon, première notation. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a eu cette chambre bleu horizon, c'est ça qui est étonnant, le rouge et le noir des drapeaux a couché sur le bleu horizon. Le Parti communiste, là je le dis pour Paul Fomentel, il y a eu sa revanche à l'élection présidentielle d'après, puisque Jacques Duclos a fait plus de 20% des voix, alors que Mendès France et Defer en faisaient moins. Mais le décalage de Poitiers avec Paris va se poursuivre dans l'après-mai 68, puisque la révolte des étudiants poitevins se fera surtout à partir de décembre 1970. Pour faire en 30 secondes la jeunesse de mon mémoire, j'ai voulu enquêter sur mai 68 à Poitiers. Et tous les interlocuteurs que je croisais me disaient « mais il ne s'est rien passé » sur le plan étudiant. Donc j'ai été obligé de creuser. Mais on m'a dit « mais quelques années plus tard, il y a eu un mouvement étudiant ». Et effectivement, mimétisme ou véritable revendication, on va avoir deux mouvements étudiants successifs, l'un en décembre 70, l'autre en février 71, qui vont accoucher vraiment cette fois de violences véritables, de nuit des barricades pour les médias poitevins. Et tout cela s'arrêtera un peu bizarrement d'ailleurs avec les élections municipales. Il se trouve que le temps politique est ce qu'il est. On va avoir quasiment le même schéma, c'est-à-dire que des élections municipales très largement remportées par Pierre Vertadier cette fois vont sonner un petit peu le glas du deuxième mouvement qui était un mouvement gauchisant avec pour la première fois sur Poitiers, qui en était jusqu'alors plutôt très tempéré. On va avoir des étudiants spontanéistes, maoïstes. On conclut, Didier Quentin, que reste-t-il selon vous aujourd'hui de mai 68 en France? Complètement isolé.
Je trouve qu'il y a une espèce de mythologie qui se crée autour de mai 68. J'ai été étonné par un sondage paru dans le magazine littéraire disant que 79% des Français avaient une bonne opinion de 68. Moi, j'aurais un jugement beaucoup plus nuancé. Paul Clémenceau, mais Georges Clémenceau, c'était un hommage que je rendais, disait la Révolution française doit être prise comme un bloc. Moi, je dirais que mai 68, il y a vraiment plusieurs lectures et il y a beaucoup d'héritiers qui peuvent se réclamer de mai 68. Mais souvent, je note que ceux qui sont le plus favorables sont précisément ceux qui n'ont pas connu mai 68, parce que je dois dire, autant c'était peut-être calme à Poitiers, à Paris, c'était assez violent. Et la violence n'était pas que du côté policier, elle était aussi du côté des manifestants. Même question pour vous, Jules Aimé, l'héritage de 68 aujourd'hui à Poitiers, par exemple? Il est très complexe, puisqu'il est très multiple. À mon sens, la droite a un héritage à Poitiers, c'est l'usage de la rue. Elle reprend possession de la rue, elle se recrée un cheminement de manifestation qu'on va voir se perdurer dans les années suivantes. Pour la gauche, c'est peut-être l'union de la gauche qui verra le jour à partir de 1971 et qui permettra aussi à la gauche de gagner les élections en 77. Avec Jacques Centraux, Paul Fromentel, la situation actuelle de la France annonce-t-elle, selon vous, mai 2018? Je crois qu'il y a une continuité entre mai 68 et aujourd'hui. Cette continuité est en fait que cette société dans laquelle nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, a besoin de changements profonds. Je pense que mai 68 exprimait une volonté de transformer le monde, de transformer la société. Et ce besoin existe toujours. Nous sentons bien que nous entrons aujourd'hui dans une planète, dans un monde qui exige des transformations, mais pas simplement des transformations, disons, sociales, mais des transformations politiques. Comment est-ce qu'on va faire dans une planète où il va y avoir 7 milliards d'habitants? Comment est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas, pour que ne s'accroissent pas les inégalités, pour que le monde se développe et que finalement le développement se fasse sur la base de la réponse aux besoins sociaux et aux besoins économiques, aux besoins humains? C'est la question qui est posée aujourd'hui. C'était la question qui était posée en mai 68. Pour vous, Didier Quentin, j'imagine que c'est pas le même. Je dirais qu'à l'entrée de Censier, je vais faire un petit clin d'œil, je ne suis pas macroniste, il y avait écrit « Nous sommes en marche ». Vous voyez donc, même au niveau des slogans, il y avait déjà des choses qui pouvaient annoncer l'avenir. Non, je maintiens, moi, que j'ai un jugement nuancé, contrasté. Il y a certainement eu des côtés positifs, mais il y a eu aussi beaucoup de côtés que je trouve, bilan très, très nuancé. Bilan mitigé pour vous, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro spécial de Dimanche en politique. Bien, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. La semaine prochaine, on va justement se pencher sur la situation politique actuelle avec le retour du club de la presse. Pour leur place au journal régional de la mi-journée présenté par l'ami Florent Loiseau. Excellent dimanche à toutes et à tous. À dimanche prochain.